Instant la vidéo pour que tout le monde me voit au moins une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, et puis je vais l'arrêter pour pouvoir faire un peu cet exposé et vous parler de manière quand même assez générale des avancées de la recherche, parce que c'est un domaine qui est extrêmement vaste, et j'ai donc fait un choix des choses de ces derniers mois ou de ces 2 dernières années qui me semblent les plus importantes. Donc, un simple rappel pour bien préciser que la SLA est une dégénérescence des motoneurones. D'ailleurs, on l'appelle maladie du motoneurone de façon officielle. Les neurones moteurs, ce sont les neurones du cerveau qui font fonctionner les muscles. Et donc, il y a un premier neurone qui va du cerveau jusqu'à la moelle épinière que vous voyez sur le schéma de gauche. Et puis, il fait relais dans la moelle épinière avec le neurone spinal qui, lui, va aller innerver les muscles. Donc, comme ces neurones sont malades et que la cible finale, c'est le muscle, eh bien ce muscle il va s'atrophier et petit à petit, il va perdre de sa force et il va se paralyser. Et la maladie va, à un moment donné, toucher l'ensemble du corps du patient, même s'il commence à un endroit, mais on va reparler de ce début. Ou alors, est-ce que j'y vais? Ça y est, j'y suis. Attention, il y a des... Il y a encore un micro. Ils ne sont pas fermés. Voilà, merci. Alors, quelques chiffres pour fixer la SLA. Il y a à peu près 2000 nouveaux cas chaque année. Un point important au niveau de l'épidémiologie de la maladie, c'est que sur ces 20 dernières années, le nombre de nouveaux cas de SLA a quasiment doublé. Et on s'attend globalement à ce qu'il double à nouveau sur les 20 prochaines années. On pourra en reparler. Il y a à peu près 6 à 8 000 cas de SLA en France actuellement, mais c'est très difficile à comptabiliser puisque, hélas, tous les patients ne sont pas adhérents à l'association et il y a aussi des diagnostics méconnus. Ça existe quand même assez régulièrement. La maladie donc touche les hommes comme les femmes, et comme vous le voyez un petit peu plus, les hommes que les femmes. Et tous les âges adultes sont concernés par la SLA. Il existe quelques rares formes chez l'enfant, mais c'est sur des formes familiales avec une hérédité particulière, des gènes particuliers, mais c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Personnellement, en 35-40 ans de médecine, je n'en ai jamais vu une seule. Il y a à peu près 10% des formes de SLA qui sont héréditaires. Et vous le voyez, la maladie, bien sûr, est en moyenne sévère, mais attention, c'est une médiane de survie que je vous mets là. 32 mois après les premiers symptômes, nous avons 50% des patients qui sont décédés. Mais une particularité de la maladie, c'est que l'intervalle de sévérité est extrêmement large. On va revenir dessus parce que c'est grâce à ça qu'on a pu avoir quelques solutions sur la cause de la maladie. Le délai diagnostique, par contre, vous le voyez, il est extrêmement important. En moyenne, on voit les patients 14 mois après les premiers signes. Et c'est vraiment un délai à 32 mois, je vous dis juste avant, c'est quelque chose de gigantesque. Et c'est un vrai souci parce que ce délai, il y a 20 ans, il était à 14 mois aussi. Il n'a donc pas bougé d'un poil. Je pense que c'est un objectif d'action qui serait intéressant pour l'association en agissant auprès des pouvoirs publics pour faire en sorte que ce délai diminue. S'il est long, ce délai, ce n'est pas parce que les médecins nous envoient tardivement les malades, c'est parce que les malades consultent trop tardivement la plupart du temps. Et ça, c'est un vrai problème. Et puis enfin, on a un médicament depuis 1997 qui est efficace et qui améliore le pronostic de 34%. On en attend plusieurs autres dans les mois à venir. On va avoir l'occasion d'en reparler un petit peu. La maladie a un grand facteur de risque. La SLA, c'est la maladie des individus hyperactifs. On peut être hyperactif de plein de façons, soit en étant une femme qui n'arrête pas de faire des choses toute la journée, soit en étant un grand sportif, soit en étant quelqu'un qui a un travail très lourd, comme les maçons, les chaudronniers, les agriculteurs, les militaires aussi, on va en reparler. Et vous voyez ici sur cette illustration de l'activité et la SLA qu'il y a 20 fois plus de risques de maladie chez les footballeurs en Italie, 40 fois plus chez les joueurs de football américains aux États-Unis.
En Suède et en Norvège, ceux qui ont participé au moins 4 fois à la grande course de ski de fond, la Vasaloppet, ont 12 fois plus de risque de SLA. Mais à côté de ça, il n'y a pas que les grands sportifs. Vous voyez, en Angleterre, ils ont montré que les femmes ménopausées, si elles vont régulièrement à la salle de gym, elles ont 2 fois plus de risque de faire une SLA. Le risque également, quand on a une forme héréditaire, d'être malade, il augmente et la précocité du début de la maladie augmente dès qu'on fait au moins 1 heure d'exercice intense par jour. Et enfin, parce que ça fait de nombreuses années qu'on connaît cette association, mais elle n'était pas prouvée, 2 travaux ont montré une association linéaire entre le risque de SLA et l'activité physique. Et les Anglais ont montré que les patients avaient en moyenne 20 à 30% d'activité physique en plus au quotidien que le reste de la population. Mais ça, c'est une chose que nous constatons de toute façon parmi tous nos patients. Hein. Nous avons plus de 80 à 90% des patients qui sont des gens qui sont ou qui étaient très actifs dans leur vie. Un autre point très important dans cette maladie, et c'est vraiment un message que j'essaye de faire passer à toutes les personnes à qui on diagnostique la maladie. Au moment où on fait le diagnostic de la maladie, personne ne peut avoir une idée précise de la modalité évolutive d'un patient. Est-ce que j'aurai en face de moi quelqu'un qui va mourir de sa maladie en 1 an, en 2 ans, qui ne va pas en mourir en 20 ans? Je n'ai à l'heure actuelle quasiment aucun moyen de le savoir. Vous verrez que les choses ont évolué sur ce plan-là de façon assez importante, heureusement. Vous le voyez, le patient qui est mort le plus vite, nous, dans notre service, il est décédé en 3 mois après ses tout premiers symptômes. Sa mère était décédée aussi en 3 mois, c'était une forme héréditaire. Alors que notre malade le plus lent a vécu plus de 40 ans. Il y en a 3 ou 4 en France qui ont dépassé les 40 ans. Et puis, il y a la photo à droite de Stephen Hawking, hein, qui est mort de la maladie ou d'autre chose, je ne sais pas, mais qui avait 53 ans d'évolution de la maladie. Et donc, entre 3 mois et plus de 40 ans, l'intervalle, il est gigantesque. Et il faut bien comprendre qu'on ne peut pas nous prédire ni savoir dès le départ comment vont évoluer les choses. Et c'est vrai que des fois, ça nous catastrophe un petit peu quand on a face à nous un patient qui réagit très négativement vis-à-vis de la maladie, alors que peut-être, dans les mois qui vont suivre, sa maladie ne va pas du tout s'aggraver. Donc, c'est vraiment un message qu'il faut bien arriver à comprendre, arriver à saisir. Et on a besoin d'outils pour prédire l'évolutivité de la maladie. Alors, pour prédire cette évolutivité, on connaît des facteurs dits pronostiques. Il y a des bons facteurs pronostiques, c'est-à-dire qu'au plus la maladie commence tôt, au moins elle évolue vite. Et l'autre facteur pronostique favorable, c'est la raideur des membres. Les patients qui ont des formes très raides sont des gens qui évoluent beaucoup plus lentement que les autres. Les mauvais facteurs de pronostic, c'est de commencer par la parole, c'est d'avoir très tôt une atteinte de la respiration, c'est décliner rapidement sur l'échelle de handicap, c'est-à-dire finalement se paralyser rapidement. Et puis, c'est surtout et probablement un des facteurs les plus importants, c'est la perte de poids. Et ça, c'est un élément majeur. C'est important de connaître ces facteurs pronostiques parce qu'ils ont une conséquence importante sur la prise en charge de la maladie. Et vous voyez ici, sur ce travail de nos collègues de Limoges, la différence de pronostic entre les gens qui ont une dénutrition, et c'est la ligne grisée en dessous, et les gens qui n'ont pas de dénutrition, c'est la ligne noire. Et ça figure avec le temps, le taux de décès, ou taux plutôt de survie qu'il va y avoir. Et vous voyez la différence de pronostic entre les personnes qui ont perdu du poids et ceux qui n'ont pas perdu de poids. Je disais que ça a une conséquence, bien sûr, pour la prise en charge, parce qu'il faut absolument que la prise en charge nutritionnelle de ces patients soit faite dès le départ et de manière attentive. On a beaucoup de mal à faire en sorte que les patients soient attentifs à leur poids. C'est un vrai problème au quotidien. Le deuxième point, c'est la respiration. Et ici, ce sont des graphes qui montrent l'effet de la ventilation au masque nasal la nuit sur la survie, le graphe de gauche, sur le confort de vie, le graphe de droite. Vous voyez sur ce graphe de droite que quand on ventile un patient, eh bien son score de confort de vie, il s'améliore de manière très importante. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la ventilation améliore
la durée de vie des patients de manière très importante. Vous voyez les sujets qui sont intolérants, le petit triangle, et les sujets qui sont tolérants, les triangles vers le haut, et les sujets du milieu. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a une différence d'évolutivité entre les deux personnes. L'autre point important, et vous voyez que ce sont des résultats de 2018, assez récents, c'est qu'au plus tôt on ventile les patients, au plus on gagne en survie chez ces patients et donc bien aussi en confort de vie. Et ça va dicter beaucoup de choses. Ça fait que la ventilation très précoce dans la maladie est pour nous un objectif très important. C'est banal de le dire, mais nos cellules nerveuses ont besoin d'oxygène et les anomalies respiratoires, les patients ne les ressentent pas, elles sont très précoces et la plupart de nos patients ont des anomalies dès leur première consultation dans le service. Les pratiques ont beaucoup changé puisque maintenant on ventile à peu près 4 fois plus souvent qu'avant et beaucoup plus tôt qu'avant, mais surtout va paraître dans les semaines qui viennent la nouvelle recommandation de la Société nationale de pneumologie de langue française qui est très active pour l'évolution de la respiration dans la SLA. Et les nouveaux critères vont nous amener quasiment à ventiler presque tous les patients dès le moment du diagnostic, tellement ils ont été élargis, parce qu'on s'est encore aperçu récemment qu'on avait encore tendance à ventiler les patients trop tard. Donc ça, c'est des avancées vraiment extrêmement utiles dans la prise en charge. Et puis, je le disais tout à l'heure, on voudrait quelque chose de prédictif sur l'évolutivité de la maladie, sur le diagnostic. Donc à la fois pronostic et diagnostic. Et sans ces marqueurs-là, sans savoir comment va évoluer un patient, on ne peut pas donner une information complète aux individus. On ne peut pas leur dire si la maladie va vraiment altérer leur pronostic vital ou pas, et éventuellement à quelle vitesse. Et puis, quand on a un essai thérapeutique, vous savez, les essais thérapeutiques, ça dure 6 mois, 1 an. Le standard officiel, c'est qu'il faudrait qu'un essai thérapeutique dure 1 an et demi, parce que c'est le temps qu'il faut pour vraiment voir une évolutivité et une différence d'évolution sur les échelles de handicap. Mais si on avait un marqueur biologique qui nous montre en 2-3 mois qu'il peut être influencé par un traitement, ça nous permettrait d'avoir des essais beaucoup plus courts et donc de pouvoir tester beaucoup plus de molécules et de pouvoir en mettre sur le marché beaucoup plus rapidement. Ce biomarqueur, maintenant, il existe. Il y en aura peut-être d'autres. Les choses vont évoluer. Mais nous avons le neurofilament comme biomarqueur de la maladie. Les neurofilaments, vous le voyez sur la photo de gauche en fluorescence, c'est tout ce qui est vert, c'est-à-dire ce sont des petites fibres qu'il y a à l'intérieur de nos cellules nerveuses, et ce sont des protéines, vous le voyez sur le schéma de droite, vous voyez des protéines en forme de filament, et les neurofilaments permettent aux protéines du neurone de cheminer pour aller jusqu'au bout du neurone. Un neurone, ça peut être très long, hein. Le neurone du nerf sciatique, il a son corps cellulaire dans notre dos, et il se prolonge jusqu'à notre orteil. Donc, un neurone de nerf sciatique a un prolongement qui fait des fois jusqu'à 1 mètre de long. Et il faut bien que les protéines puissent aller jusqu'au bout. Et elles vont jusqu'au bout grâce aux neurofilaments et aux microtubules. Ce sont donc des protéines qui assurent la structure de nos neurones. Ces neurofilaments, on en connaît plusieurs variétés. Vous voyez ici, ils sont indiqués sur le schéma de droite, périphérine, internexine, et puis FL, M et H, pour le poids et la taille de ce neurofilament. Et on s'est intéressé, avec beaucoup d'autres équipes, aux neurofilaments NFL. Les neurofilaments, comme ils sont dans les neurones, sur le schéma de gauche, quand les neurones, petit à petit, sont malades et se détruisent ou meurent, eh bien, ces neurofilaments vont être libérés dans la circulation. D'abord, on les retrouve à la ponction lombaire, dans le liquide céphalorachidien, et puis on va les retrouver également dans le sang. Et avant, on avait beaucoup de mal à les doser parce que les taux de neurofilaments sont microscopiques. Hein, ils sont de l'ordre du picogramme par millilitre. Pico, c'est 10 moins 12 microgrammes par millilitre. Et il fallait une technique capable de le faire. Et bien, c'est depuis peu le cas, depuis à peu près 2 ou 3 ans, avec la technique du 6 mois,
qui est une technique qui permet de mesurer, je vous l'ai marqué, jusqu'à 1 milliardième de milligramme et qui nous permet donc d'aller détecter les neurofilaments dans le sang des patients. Depuis quelques années, on peut déjà le faire dans le liquide céphalorachidien, mais il faut faire des ponctions lombaires aux malades. Et d'abord, on fait de moins en moins de ponctions lombaires parce qu'elles ne sont pas très utiles au diagnostic. Mais surtout, si on doit répéter les dosages, on ne va pas pouvoir faire toutes les semaines une ponction lombaire à un patient et on ne va pas non plus pouvoir en faire des dizaines et des dizaines par semaine. Donc, un marqueur sanguin, c'est absolument fondamental pour pouvoir suivre ça. Eh bien, on a maintenant la possibilité de doser par la technique de Simoa le neurofilament dans le sang, ce qui amène des avancées importantes. Vous le voyez sur cette diapositive. D'une part, quand vous comparez les sujets non malades avec les patients SLA, à gauche, vous voyez l'importante différence qu'il y a entre ces sujets non malades et les patients SLA. Et puis à droite, pour le diagnostic, vous voyez que les patients SLA, ALS, à gauche ici, le grand rectangle, ont des taux qui sont bien plus élevés que les patients qui ont d'autres maladies. PLS, c'est pour la sclérose latérale primitive. Et ALS-DD, ici, c'est pour les gens qui ont des maladies qui ressemblent à la SLA, mais qui ne sont pas des SLA. Et vous voyez qu'on peut faire la différence entre les patients SLA et les autres. C'est utile, mais ce n'est pas totalement fondamental parce que le diagnostic de la SLA n'est pas toujours très compliqué. Ce qui me semble le plus important, c'est d'étudier le pronostic de la maladie. Et vous voyez ici, sur cette étude qui a été faite à Montpellier, mais il y a eu plusieurs autres études qui ont été publiées et qui montrent la même chose, exactement la même chose d'ailleurs. Vous voyez qu'en bas, il y a donc la durée de la SLA et en ordonnée, en verticale, vous avez le taux de neurofilament. Eh bien, j'ai mis une barre grise qui coupe le graphe. Et vous voyez que de l'autre côté, il n'y a aucun point. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de patients qui ont des longues durées de SLA avec des taux de neurofilament élevés. Le neurofilament, ça reflète la dégénérescence des neurones. Donc, si le patient a un bon pronostic et donc une très grande lenteur évolutive, eh bien, son taux de neurofilament sera très bas. Et c'est ce que l'on voit sur les petits points à droite, les 4 malades qui ont des durées qui sont très élevées, eh bien, ils ont tous des taux de neurofilament qui sont particulièrement bas. Cette corrélation, elle est très significativement statistique. Et donc, on peut, au jour d'aujourd'hui, faire le pronostic de la maladie. Et cette mesure que je vous montre là, ce sont des prélèvements sanguins qui ont été faits lors de la première consultation des patients. Donc, dès qu'on les voit la première fois, le taux que l'on a est prédictif de la vitesse à laquelle va aller la maladie. Et on sait donc d'emblée que les patients qui ont des taux très bas ne vont pas avoir de maladie particulièrement sévère. Donc, c'est un plus qui me semble important dans l'information qu'on va donner aux patients. Et puis, pour les essais thérapeutiques, eh bien, il va falloir que l'on montre, mais je vais vous en parler, il va falloir que l'on montre que quand on met un médicament efficace, eh bien, on va diminuer le taux de neurofilament. Et si on peut montrer ça, ben, ça veut dire que le neurofilament va être utilisé maintenant, après, dans les essais thérapeutiques, comme un marqueur majeur qui nous permettra d'avoir des essais plus courts. Donc, ces neurofilaments sont des marqueurs importants de la mort des cellules nerveuses. Ce sont actuellement les premiers marqueurs qui permettent donc de préciser le pronostic dès la première consultation et qui permettent de faire la différenciation dès la première consultation de façon assez fiable entre la SLA, les sujets non malades et puis les sujets qui sont porteurs d'autres maladies du motoneurone qui sont des maladies habituellement bénignes. Et ils ont leur place dans les essais, on va vous en parler. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'évolutivité de la maladie est très variable d'un individu à l'autre. Qu'est-ce que cela nous dit du processus de la maladie? Sur ce schéma qui a été publié par Braque, Braque a étudié le cerveau des malades décédés de la maladie et en fonction de l'évolutivité de la maladie du patient qu'il avait, il a analysé la vitesse et le sens de neurodégénérescence.
Et on le voit sur le cerveau de gauche, tout en haut, en clair. Le clair, c'est le début de la maladie, qu'on appelle le stade 1. Et au plus on est foncé, au plus on est sur un stade avancé de la maladie. Et vous voyez que progressivement, de gauche à droite, d'avant en arrière, ce processus, il diffuse sur l'ensemble du cerveau et il le fait aussi au niveau de la moelle épinière. Et on le sait chez nos patients, il commence par une main, puis petit à petit c'est le bras, puis c'est les deux mains, puis ça va être une jambe ou ça va être la parole, etc. La maladie diffuse, comme on dit en médecine, en taches d'huile. Imaginez volontiers de l'huile qu'on met sur une table et elle va petit à petit s'étendre. C'est exactement ce même principe qu'il y a dans la maladie. Et ça, c'est un point important. Pourquoi? Parce que cette diffusion veut dire donc qu'il y a physiquement quelque chose qui va se transmettre entre les cellules nerveuses. Ça peut être des cellules de régulation qu'on appelle la microglie qui vont s'activer de proche en proche. La microglie est la cellule poubelle de notre organisme. Elle a pour but de digérer les cellules mortes. Et on craint dans cette maladie, on n'en a pas encore la preuve, mais il y a quelques arguments, que cette activation se fasse de manière impropre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un neurone est malade, ceux qui vont trop activer leur microglie, au lieu de le laisser éventuellement se réparer, la microglie va le digérer tout de suite, va le détruire. Et donc, on a des preuves expérimentales suggérant que certains patients ont en fait une immunité qui va les autodétruire beaucoup plus rapidement que l'immunité des autres. Et c'est pour cela qu'il y a des essais thérapeutiques, en particulier avec l'interleukine, avec le masitinib qui arrive, qui modifient notre immunité et qui ont pour but de ralentir le processus. Ça ralentit, mais ça ne traite pas la cause. La cause, ce serait s'il y a une protéine qui est produite par une cellule nerveuse, et puis quand cette cellule nerveuse meurt, cette protéine va diffuser aux autres, et petit à petit, ça va faire boule de neige, et ça va faire un processus qui est exponentiel. Et ce processus-là, exponentiel, c'est ce que l'on appelle le processus de type prion. Le prion, on l'a découvert avec la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui est une maladie extrêmement rapidement évolutive et dramatique, qui détruit la totalité du cerveau en quelques mois. Eh bien, ce prion, il a eu une définition. Si vous regardez sur ce schéma, donc en 1, vous avez la protéine qui a sa forme normale, c'est en général des formes arrondies qu'ont les protéines. Et en se prionisant, on parle aussi de mépliage ou de misfolding. Misfolding, c'est le terme que j'utiliserai ensuite pour en parler. En se misfoldant, elle change sa conformation spatiale, elle devient plus ronde, elle devient fibrillaire, en bâtonnet. Et en devenant fibrillaire, elle est capable de s'automultiplier. Et en s'automultipliant, elle va envahir la cellule. Et elle est aussi capable de transformer les autres protéines normales que vous avez en 1 en protéines fibrillaires que vous avez en 2 et en 3. Et petit à petit, elle va envahir cette cellule qui essaye de s'en débarrasser, mais il y en a tellement qui sont fabriqués que la cellule finit par mourir. Et quand elle meurt, elle libère ces milliers de protéines qui vont aller infecter, entre guillemets, ce n'est pas un agent infectieux, mais qui vont aller envahir les autres cellules tout autour. Et petit à petit, la maladie va se propager. C'est ce mécanisme qui est suspecté actuellement dans la SLA, mais aussi qui est suspecté dans toutes les maladies neurologiques chroniques, que ce soit l'Alzheimer, le Parkinson ou les autres. Alors, quel serait le candidat pour une molécule de type prion dans la SLA? Le candidat, finalement, il est assez simple. Si on se rappelle que c'est une maladie qui est très liée à l'activité physique et que le neurone moteur est la cellule de notre organisme qui a le plus haut niveau métabolique, c'est-à-dire c'est celle qui fabrique le plus de protéines parce qu'elle a le plus d'activité. Et quand une cellule a une activité, eh bien, elle fabrique des radicaux libres oxydants qui sont les produits de dégradation de cette activité. Et ces produits sont toxiques. Et pour les détoxifier, nous avons une principale enzyme qui s'appelle SOD1, pour superoxyde dismutase de type 1. Et SOD1 est la protéine qui est la plus fabriquée par le neurone moteur, puisque 25% des protéines fabriquées par le neurone moteur sont de la SOD1. Donc, a priori, SOD1 est le candidat pour être la protéine prionisée. Vis-à-vis de la mort des motoneurones de la SLA, SOD1, c'est un candidat logique. Je viens de le dire, d'une part parce que le motoneurone a un niveau métabolique très élevé. Ensuite, au plan génétique,
on sait que les mutations du gène SOD1 induisent une SLA. Et puis, vis-à-vis donc des facteurs de risque, on l'a dit aussi, mais dans ces facteurs de risque, hop, je reviens, il y a donc l'activité physique. Au plus on a d'activité physique, au plus on fabrique SOD1. Et au plus on fabrique d'une protéine, au plus on risque de la misfolder un jour ou l'autre. C'est juste un phénomène qui est statistique, même s'il y a peut-être d'autres facteurs qui aident à transformer cette protéine. On en reparlera également. Il faut garder à l'esprit que entre avoir un premier neurone malade et puis avoir des millions de neurones malades, il va se passer du temps. Ce processus qui fait boule de neige, comme je disais tout à l'heure, qui est exponentiel, met longtemps à se développer, et on le sait grâce à la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ça a été prouvé. Il faut 20 à 30 ans pour arriver à avoir des symptômes à partir du moment où le processus commence. C'est-à-dire que quand vous avez commencé votre SLA à l'âge de 50 ans, c'est à cause de l'activité physique que vous aviez quand vous aviez 20 ans. Et non pas chercher une cause qui va se retrouver dans les mois ou les semaines qui précèdent le moment du processus. C'est pour ça que j'ai mis la photo de l'iceberg. C'est parce que les gens ne savent pas ou oublient trop souvent, si on leur a dit, que pour avoir des symptômes d'une SLA, c'est-à-dire pour avoir un début d'atrophie d'un muscle, une faiblesse, sur la main où ça commence, si on n'a pas 80% de neurones qui sont touchés, on n'a aucun symptôme. Donc, quand on a une atrophie de la main, ça veut dire que sur cette main, il y a déjà 80% des neurones qui sont touchés. D'où cette idée de la partie émergée de l'iceberg. Cette maladie, elle est dans le corps bien longtemps avant que ne commencent les premiers symptômes. Et c'est notre crainte, justement, en arrivant avec les médicaments, on arrive probablement beaucoup trop tard déjà, parce qu'il y a un processus qui est très long de mise en place. Alors, la question était, est-ce qu'il existe une protéine misfoldée dans la SLA? Alors, la caractéristique majeure d'une protéine prion qu'on avait démontrée avec la maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'est que si on prend le prion et qu'on l'injecte à un animal qui n'est pas malade, au bout de quelques temps, cet animal devient malade. Et ça, c'est un travail qu'a fait Ayers en 2015 et qui a des répercussions aujourd'hui qui sont majeures. Ils ont prélevé le système nerveux d'une souris qui a la mutation SOD1. Ce sont le modèle d'animaux sur lesquels on travaille pour expérimenter sur la maladie. Et le système nerveux, des broyats de système nerveux de cette souris, ils l'ont injecté à une autre souris, soit par ponction lombaire, soit directement dans le cerveau, soit de manière assez élégante dans le nerf sciatique de cette souris. Alors, je m'excuse, mais il y a mon téléphone qui n'arrête pas de sonner. Je le mets en arrêt. Voilà, c'est fait. Et en injectant ça, eh bien, vous allez voir ce qui se passe. Sur ces photos, à gauche, c'est la moelle épinière de cette souris en fluorescence. La partie lombaire en bas, la partie dorsale au milieu et la partie cervicale en haut. La protéine SOD1 misfoldée, en tout cas mutée, a été injectée au niveau lombaire. Et vous voyez que chez cet animal qui n'a pas de symptômes, un mois après l'injection, on commence à voir en bas à gauche une petite immunofluorescence au niveau lombaire. Le nerf sciatique, il projette sur des neurones qui sont au niveau lombaire, c'est donc logique. Il n'y a pas de fluorescence au niveau cervical. Au bout de 2 mois, les photos de droite, chez un animal qui n'est pas symptomatique, vous voyez en lombaire énormément de fluorescence dans les neurones, en particulier la photo tout en bas à droite. Et au niveau dorsal, thoracique, vous voyez déjà un début de fluorescence et vous voyez aussi de la fluorescence au niveau cervical, petit à petit, en quelques mois, parce que là, on a injecté directement dans le système nerveux, ce n'est pas pareil que si c'était juste un seul neurone. Au bout de quelques mois, cette protéine misfoldée va diffuser. Sur la diapositive qui suit, c'est chez l'animal qui a des symptômes et à droite, c'est le stade final de la maladie. Ben, on voit qu'il y a de l'immunofluorescence absolument partout et puis surtout, on voit, si je reviens sur la diapo d'avant, vous voyez les beaux neurones qu'il y a à droite. Ben, vous voyez ici que vous n'avez plus que des neurones tout petits
qui sont en train de dégénérer parce qu'il y a eu une mort neuronale particulièrement importante. Et donc, ces animaux deviennent malades alors qu'ils étaient sains et ils vont mourir de la maladie, comme reproduisant ainsi le modèle de cette maladie. Donc, il y a bien une protéine SOD1 qui est misfoldée et cette protéine SOD1, elle a les propriétés d'une protéine de type prion. Elle va diffuser à partir d'un point de départ. Vous avez sur cette diapositive des photos d'immunoréactivité. En A, B, C, D, c'est la recherche de la SOD1 misfoldée chez des sujets avec des SLA familiales. Et vous voyez en marron toute l'immunoréactivité que l'on peut retrouver dans les neurones qu'il y a dans le système nerveux de ces sujets qui sont décédés de SLA familiale. Il y a donc, et c'est aujourd'hui prouvé et ce n'est pas discuté, une protéine misfoldée qui est la suite des mutations SOD1 et c'est le processus qui est retenu dans les mutations SOD1. Mais l'autre point majeur, en E et en F, tout en bas, c'est que vous avez là l'immunoréactivité chez des individus atteints de formes sporadiques de SLA. Et ce travail concluait à la présence également de SOD1 misfoldé dans les formes sporadiques de SLA. J'attire juste votre attention sur une chose. Vous voyez que les petits grains marrons en bas, en E par exemple, n'ont pas exactement, voire même pas du tout, la même conformation que les autres grains en A ou en B, par exemple. Cela veut dire que ce sont des misfoldings probablement différents. Les protéines mutées ne se misfoldent pas de la même manière que les protéines qui n'étaient pas mutées. Et c'est peut-être ça qui rend difficile cette détection de la protéine SOD1 misfoldée qu'on est en train d'essayer de faire à Montpellier. Et puis, il y a plusieurs autres pays qui travaillent dessus. On arrive à en mettre en évidence certaines, mais pas toutes et pas chez tout le monde. Ces résultats, qui sont des résultats canadiens, GRAD travaille à Vancouver, ont été discutés par les Américains, ils ont été aussi discutés par les Anglais. Et donc, il y a eu un travail complémentaire qui a été fait par les Suédois, que vous voyez ici. Et pareil, ce n'est pas exactement les mêmes couleurs, mais sur la photo en bas à droite, c'est le contrôle qui n'a pas du tout de grains marron. Et vous voyez tous les grains marrons qui sont sur les autres photos. Ce sont des analyses qui ont été faites dans le cerveau des patients qui sont décédés de SLA non familial, donc de SLA sporadique. Ils ont bien montré eux aussi sur ce travail suédois, en collaboration avec des Canadiens, mais là, cette fois-ci, des Canadiens de Québec. En collaboration, ils ont donc pu montrer clairement qu'il y avait des SOD misfoldés dans ces formes de maladie. Alors, quelles sont les causes de ce misfolding? Eh bien, la synthèse de formes de SLA, de SOD anormal est prouvée donc dans les formes avec mutation SOD1. Pour la synthèse de SOD1 à un haut niveau, on sait qu'il y a une relation étroite entre la synthèse de SOD1 et l'activité physique. Donc, cette activité physique joue manifestement un rôle. Il peut y avoir aussi des altérations chimiques dues à des agents polluants. On sait que les pesticides sont des modificateurs de protéines, le glyphosate aussi, le formaldéhyde aussi, et il y a déjà eu des associations qui ont été identifiées au plan épidémiologique entre SLA, pesticides, formaldéhyde, etc. Et cela peut aller tout à fait avec l'augmentation de la fréquence de la SLA qui va peut-être en même temps avec l'augmentation de la quantité de pollution que nous avons connue au XXe et aussi au XXIe siècle. Et puis, il y a d'autres facteurs qui altèrent la structure des protéines, comme la BMA, qui est la toxine qui est responsable de la maladie sur Guam. Et il a été prouvé que cette BMA pouvait s'intégrer dans les protéines et donc provoquer un misfolding de protéines. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir plein de causes du misfolding protéique. Les travaux maintenant essayent de trouver comment la protéine se misfolde et puis surtout comment on peut la démisfolder. Quelles sont les ressources thérapeutiques à l'heure actuelle sur ces avancées? Parce que le point important de ces avancées, c'est qu'elles nous montrent le processus de la maladie. Et maintenant qu'on connaît le processus de la maladie, on va avoir des outils biochimiques pour aller influer sur ces processus. Les premières ressources thérapeutiques, c'est d'essayer de dégrader la protéine anormale. Dans notre cellule, et là vous avez un corps cellulaire qui est figuré,
schématisé, mais qui reprend un peu l'évolution d'une protéine. Je le disais tout à l'heure, quand une protéine anormale est fabriquée dans notre cellule le sait, elle la dégrade, elle la détruit. Mais si cette protéine est fabriquée en très grande quantité, à un moment donné, notre cellule, grâce à son autophagie, qui est le processus qui dégrade les protéines, va être complètement saturée. Et l'idée donc actuelle de beaucoup de molécules qui sont en cours de test, comme l'acide taurourso-désoxycholique, comme le fasudil, comme l'arimoclomol, ont pour but d'améliorer les capacités de la cellule à dégrader la protéine anormale. Et on a découvert, au mois de mars, je crois, de l'année dernière, que c'était comme ça que marchait le riluzole. Le riluzole, je vous le rappelle, ralentit la maladie de 34%. Ce n'est pas suffisant, je vous le concède, mais c'est déjà un point très important. Eh bien, on sait que le riluzole agit en améliorant l'autophagie dans les cellules et en permettant donc à la cellule de se débarrasser mieux de cette protéine toxique. Et puis, il y a d'autres formes d'action sur cette protéine, puisque c'est une protéine. Elle est fabriquée à partir de notre ADN. À partir de notre ADN va être fabriqué un pré-ARN messager, à la mode avec le vaccin Pfizer, et puis ensuite un ARN messager, et puis cet ARN messager va être transporté, il va être traduit, transcrit, et on va arriver tout doucement à la protéine. Eh bien, toutes ces phases qui ont lieu dans le noyau de la cellule, on peut avoir des moyens d'aller les bloquer avec différents outils. Vous voyez les petits ciseaux au milieu, en haut, en bleu, là. Ben, ça, c'est des outils qu'on appelle des oligonucléotides antisens qui vont aller bloquer la possibilité de notre ADN à fabriquer un ARN messager. Et si on bloque l'ARN messager, on ne peut plus avoir de protéines en aval. Donc l'idée est très simple, c'est de se dire, on va bloquer le gène SOD1 et on va donc ainsi bloquer purement et simplement le processus de la maladie. Et ça, c'est la thérapie génique. C'est pour ça que la thérapie génique est un des grands espoirs actuels. Et vous allez voir qu'on a raison d'avoir de l'espoir dans cette thérapie parce qu'elle donne des résultats, vous allez le voir, qui sont quand même assez importants. Il y a deux voies d'utilisation de ces oligonucléotides. Soit on les met dans une seringue et puis on va les injecter. Ce sont des fragments qui ne passent pas du sang jusque dans notre cerveau. On est donc hélas obligé de les injecter par ponction lombaire. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très pratique. Donc on a inventé une autre technique qui consiste à mettre ces oligonucléotides dans un virus qu'on appelle AAV pour adénovirus. Et ce virus, son boulot, c'est d'aller infecter les cellules nerveuses et d'y déposer son génome. Donc dans cet adénovirus, on laisse un génome bien sûr qui est non infectant, non pathogène, et puis on met notre bloqueur de SOD1. L'adénovirus va aller dans le système nerveux, il va déposer le bloqueur de SOD1 dans chacune des cellules nerveuses et la synthèse de SOD1 va s'arrêter. La synthèse de SOD1 s'arrête, donc la fabrication de SOD1 misfoldé va s'arrêter aussi. Cette approche qu'on peut appeler un peu cheval de Troie, c'est déjà avéré efficace dans une autre maladie qu'on appelle l'amyotrophie spinale infantile, qui est une maladie dramatique de l'enfant, c'est une maladie génétique dans laquelle les enfants n'ont plus un gène, le gène SMN1, SMN pour survie du motoneurone, et comme ils n'ont plus ce gène, eh bien, SMN sert à fabriquer les protéines. Et bien simplement, leur motoneurone n'arrive plus à fabriquer les protéines. Les enfants sont souvent malades dans le ventre de leur mère et ils décèdent dans les 3 mois à 1 an qui suivent la naissance. C'est une maladie qui est absolument dramatique. Eh bien, les chercheurs, depuis 2013, avaient mis en place un essai qui s'est terminé en 2018, qui a consisté à mettre donc le gène SMN1 à l'intérieur de l'adénovirus, et puis on fait une prise de sang à l'enfant, au bébé, et cet adénovirus va déposer SMN1 dans tous les motoneurones, et aujourd'hui, on a la belle surprise ou la belle découverte de voir que les enfants guérissent de cette maladie, puisqu'on leur a redonné le gène qui est nécessaire pour leur survie. Donc c'est faisable, le principe marche, et l'idée, bien sûr, c'est de transposer tout ça à la SLA. Alors attention, la SLA, ce n'est pas un gène qui manque. Il faut bloquer un gène dont on ne veut pas de la protéine. C'est quelque chose d'un peu différent, peut-être d'un peu plus compliqué. Mais cette approche est quand même relativement royale, puisqu'il suffit de faire une perfusion intraveineuse pour traiter de manière définitive
c'est quand même plus pratique que de faire une ponction lombaire tous les mois à un patient. Alors, les oligonucléotides antisens, ils fonctionnent. Ils fonctionnent, vous voyez sur le schéma de droite avec la flèche qui vous le montre. Quand on injecte par ponction lombaire à des souris le bloqueur de SOD1, vous voyez qu'en gris, on réduit de 80% la fabrication de SOD1. Donc, ça marche. Qu'est-ce qu'il en est au niveau expérimental? Au niveau expérimental mais pratique, chez l'homme, vous voyez ce travail qui a été publié dans le Lancet Neurology en 2013. Ils ont fait une étude chez les patients SLA et ils ont montré qu'il y avait une bonne réduction de SOD1 puisqu'on réduit dans cette étude 88% de la SOD1. Donc, c'est quelque chose particulièrement important. Et ils sont passés ensuite à une phase plus poussée. Et vous voyez, ça a été publié le 9 juillet 2020. Entre-temps, ils ont fabriqué un oligonucléotide qui était un peu plus puissant pour bloquer SOD1. Et c'est donc un oligo qui est injecté par ponction lombaire tous les mois. C'est donc quelque chose quand même d'assez lourd. Ils ont ciblé les patients, bien sûr, avec une mutation SOD1, mais ils essayent aussi d'appliquer cette thérapeutique à des patients qui ont des formes sporadiques de SLA pour voir si ça marche aussi chez eux. Ils ont fait une sous-étude qu'ils nous avaient présentée en 2018 avec des patients qui avaient une mutation SOD1 particulièrement fréquente aux États-Unis, qui est la mutation A5V. Et c'est aussi la mutation qui donne une des formes les plus graves aux États-Unis, puisque quasiment tous les patients décèdent dans la première année. Pour faire une étude courte, quand vous avez une maladie très rapide, c'est faisable. Et donc, en traitant quelqu'un sur 6 mois, alors que son risque de décéder est d'à peu près 50%, vous allez avoir des résultats, et ça a permis de donner des résultats relativement fiables et rapides. Et vous voyez les résultats des 6 premiers mois. 80% des patients ont un ralentissement de 80% de la progression du handicap et 20% des patients se sont améliorés sur cette période, que ce soit sur le test de la force des muscles ou sur la capacité respiratoire. Donc des résultats très encourageants. L'autre élément que je vous évoquais tout à l'heure, ce sont les neurofilaments. Et les chercheurs ont pu montrer qu'il y avait également une diminution significative du taux de neurofilaments chez ces malades, montrant donc qu'on avait réussi à ralentir, à bloquer peut-être cette dégénérescence. Ça, c'était une étude dite de phase 2, et il fallait répondre à d'autres questions. Est-ce qu'en traitant plus longtemps que 6 mois, on est toujours efficace? Et il fallait traiter aussi plus de personnes pour avoir une démonstration de l'efficacité du traitement. Dans ce cadre-là, les études ont démarré il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, et les inclusions dans l'étude américaine, qui est d'ailleurs une étude mondiale, mais ce sont les Américains qui la promeuvent, les inclusions devraient être terminées fin 2021. Les inclusions devraient être terminées mi-2021 pour une fin d'étude qui est prévue vers la fin donc, de 2021 et avoir peut-être à ce moment-là des résultats ou alors des résultats début 2022. C'est quelque chose d'important à attendre. On espère que les résultats vont venir beaucoup plus vite que précédemment, parce que vous voyez que les résultats de l'étude que je vous montre du 9 juillet 2020 publiés, ils nous ont été présentés en décembre 2018. Donc, ça a pris un petit peu de temps. Et là, il faut penser au fait que sont arrivées au milieu les problématiques Covid. Donc, ça a ralenti pas mal de choses. Je voulais aller plus loin pour vous parler donc de l'adénovirus, dont je vous ai un petit peu dit quelques mots tout à l'heure. Cet adénovirus, il a été expérimenté aux États-Unis et en France. Aux États-Unis, voilà les résultats de leur étude. Ils ont donc utilisé un adénovirus dans lequel ils mettent le bloqueur de SOD1 et ils l'injectent à la souris. Alors, je vous laisse regarder en bas les deux graphes, en bas à droite. En bleu, les souris pas traitées et en rouge, les souris traitées. Vous avez en E la survie des souris qui est augmentée de façon très impressionnante, mais surtout, en bas à droite, le délai pour commencer la maladie.
Et vous voyez que le délai moyen pour commencer la maladie chez ces souris non traitées est aux alentours de 50 jours, alors que le délai moyen pour commencer la maladie chez les souris traitées est aux alentours de 120 jours. Donc vous avez plus que doublé la vitesse d'apparition de la maladie. Étant donné la durée de vie d'une souris, c'est comme si chez l'homme, on avait différé le début de la maladie de 30 ans. Donc, non seulement on ralentit la maladie, mais on a différé l'âge de début de la maladie de façon extrêmement importante. Ça, c'est avec un adénovirus qui s'appelle AAV9. Je voulais vous montrer les résultats de Maria Grazia Biferi avec l'AAV10. Maria Grazia est une chercheuse à l'Institut de myologie à Paris. Et donc, Cocorico, ce sont des travaux français, mais on va en reparler un petit peu. Vous voyez les résultats à droite, qui sont globalement meilleurs pour certains aspects, en particulier l'aspect de survie, peut-être un tout petit peu moins bon sur le différé, mais c'est à voir. Vous avez en fait plusieurs modes d'injection. Ça, c'est quelque chose aussi qui est assez important. Ça dépend aussi comment vous allez injecter cet adénovirus pour pouvoir toucher le plus de cellules possible. La souris, elle meurt quand même, bien évidemment, on le voit sur la survie, mais la survie est améliorée de 95%. Et quand ils injectent à 50 jours, ils diffèrent les choses de 58%. Donc, on est pareil que tout à l'heure sur un différé de l'ordre de 20 à 30 ans en équivalent chez l'homme. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment majeur. Vous voyez que ce sont des résultats de 2017. Quand est-ce qu'on va avoir ces adénovirus dans la SLA en expérimentation humaine? Eh bien, je n'ai hélas pas la réponse. Ça prend du temps, ça prend beaucoup trop de temps. Nos agences régulatrices sont très longues. Le Covid n'a pas accéléré les choses. Et puis, il va falloir que ceux qui ont les brevets de ces études-là puissent aller de l'avant. Et c'était hélas pas Maria Grazia Biferi qui a les brevets, sinon elle serait allée bien plus vite. C'est un vrai souci. Alors, vous voyez quand même que dans les deux travaux que je vous ai présentés, les souris meurent quand même. Ce n'est pas totalement satisfaisant, il faut faire mieux. Les techniques sont perfectibles. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est injecté soit en intraveineux, soit en intracérébral, soit en intratécal, c'est-à-dire par ponction lombaire. C'est quelque chose qui est lourd. Faire une injection dans le cerveau des malades, on n'y pense pas trop, bien qu'on sait faire, bien évidemment. Mais surtout, malgré cette lourdeur, ce qui a été montré, c'est qu'avec l'adénovirus, comme ça, en injectant comme ça, on avait une infection que de 70% des cellules nerveuses. Et c'est probablement parce que seuls 70% des cellules sont protégées que les fameuses souris meurent quand même. Donc l'effet est important, mais il n'est pas total. On voudrait arrêter la maladie chez ces souris. Il fallait donc développer une nouvelle technique. Et maintenant, avec cette nouvelle technique, on arrête la maladie. Cette nouvelle technique, c'est les injections sous-piales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une injection sous-piale? Vous avez ici, à gauche, un schéma d'une vertèbre. Au milieu de la vertèbre, il y a la moelle épinière. La moelle épinière, elle est protégée par des méninges. Et la méninge externe s'appelle la pimère. Et quand vous faites une injection sous-piale, donc vous êtes pile sous la méninge, au contact de la moelle, mais vous n'entrez pas dans la moelle. Vous avez en photo à droite le champ opératoire de cette souris. On a coupé la grosse méninge que vous voyez autour, qui est la dure mère. Vous voyez les petits vaisseaux là, sanguins en rouge. Ça, c'est une autre méninge qui s'appelle l'arachnoïde. Et puis l'injection sous-piale va se faire sur les petites flèches vertes et les flèches bleues. Et ce qu'ont montré les chercheurs, et vous voyez, la publication est relativement, non, vous ne le voyez pas parce que je n'ai pas mis la date, mais c'est une publication qui a eu lieu en janvier 2020, donc c'est très récent. Les chercheurs ont montré qu'avec cette méthodologie d'injection sous-pliale, la flèche tout en haut à gauche sur la photo, avec cette injection sous-pliale, eh bien, ils vont infecter tous les neurones qui se trouvent dans la moelle épinière. Et là où il y a marqué VH, c'est la corne antérieure de la moelle, et tous les motoneurones en rouge sont marqués par ces injections. Donc, comme vous marquez la totalité des neurones, vous avez l'espoir de bloquer la maladie chez ces animaux. Et c'est la photo suivante. Regardez la photo en bas,
le schéma en bas, en plein milieu, qui s'appelle Survival, pour survie. Et vous voyez que eh bien, les souris traitées ne meurent plus. Si vous vous intéressez aux deux types d'expérimentations qui ont été faits, vous allez voir quelque chose d'extrêmement encourageant et d'extrêmement édifiant. Alors, ces deux expérimentations différentes en FGH et en DEF. Vous voyez qu'il y a une flèche en noir, en haut à gauche, qui dit qu'ils ont traité là à 120 jours. Et en D, il y a une flèche qui montre qu'ils ont traité à 350 jours. Donc, je reviens sur le schéma en haut à gauche. C'est le disease onset, c'est-à-dire est-ce que la maladie commence ou pas. Les animaux traités sont en vert, la droite tout en haut. Quand vous traitez à 120 jours, la maladie ne commence pas, les animaux ne sont pas malades, et donc, en H, tout en haut à droite, eh bien, les animaux survivent tous. Mais les chercheurs se sont dit, oui, mais avec les SLA, on ne peut pas traiter avant, puisqu'on ne sait pas faire, sauf si c'est des gens qui sont porteurs de mutations. On va regarder ce que donne notre travail quand on traite une fois que les animaux sont malades. Et c'est, petit d, la deuxième expérimentation, quand ils ont injecté à 350 jours. Et à 350 jours, vous le voyez sur le schéma E, il y a des animaux qui ont été malades. C'est le vert qui descend en 80%. Il y a des animaux malades. Mais ils ont injecté, et certes, il y a un animal qui est tombé malade, ou plusieurs, mais à partir de ce moment-là, eh bien, il n'y a plus aucun autre animal qui est tombé malade. Et on a cet effet sur la survie de façon qui est phénoménale, c'est-à-dire qu'on a traité une fois que la maladie était commencée chez les souris, et bien qu'en ayant commencé à traiter une fois les animaux malades, c'est-à-dire finalement ce qu'on s'attend à faire chez l'homme, à les traiter une fois qu'ils sont malades, eh bien même en traitant les gens une fois qu'ils sont malades, on voit qu'on va bloquer la mort de l'animal de façon très claire. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important avec ce modèle-là et ces injections sous-piales qui sont d'ailleurs tout à fait faisables chez l'homme. Les neurochirurgiens savent très bien faire ça. Ces injections sous-piales chez l'homme peuvent bloquer le processus de la maladie, même quand la maladie a commencé. Alors le bémol qu'il faut mettre à tout ça, c'est que ça, c'est vis-à-vis de SOD1 misfoldé. Et je l'ai dit tout à l'heure, SOD1 misfoldé, c'est prouvé dans les formes héréditaires. Pour le moment, il y a plusieurs équipes qui ont montré que ça existait dans les formes sporadiques, mais ce n'est pas encore expérimentalement prouvé pour tout le monde. On a beaucoup d'arguments pour penser que ce soit le même cas chez tout le monde, bien évidemment, puisque ce côté de misfolding a été démontré dans toutes les maladies dégénératives. Donc théoriquement, tout cela devrait marcher chez toutes les formes de SLA, mais on n'a pas encore aujourd'hui la preuve que ça peut marcher chez toutes les formes de SLA. Alors, je voudrais aller un petit peu plus loin et vous faire peut-être un peu rêver quelques minutes, mais ça, c'est la suite de ce que je voulais vous dire, et c'est avec ces éléments-là que je terminerai. C'est une expérimentation due au hasard et qui a donné un résultat qui probablement devrait valoir à Ao Kian un prix Nobel de médecine, je pense, dans quelques années. Ils ont travaillé sur un modèle de maladie de Parkinson. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, Parkinson et SLA, ce sont des maladies à prions. Donc, ce modèle de Parkinson, si je vous en parle, c'est parce que vous allez voir tout de suite, l'application à la SLA peut être tout à fait immédiate. Qu'est-ce qu'il a fait, Kian? Kian, il a découvert complètement par hasard quelque chose de phénoménal. Kian, c'est un oncologue. Il travaillait sur le cancer et il voulait bloquer la cancérogénèse dans des cellules en culture. Et il travaillait sur une molécule qui s'appelle PTB. Et il a mis des cellules cancéreuses en culture, il a mis PTB dessus, et pendant 4 ou 5 jours, il a observé ce qui se passait. Et il n'a rien vu de spécial, donc il a remis les cellules dans l'incubateur. Il est parti 15 jours en vacances, et en revenant dans son laboratoire, il a regardé dans sa boîte de pétri, et dans sa boîte de pétri, il y avait la photo en bas à droite.
il y avait des cellules de tous les côtés, mais qui n'avaient plus du tout la tête, des cellules cancéreuses qu'il avait mis au départ. Il était oncologue, il ne savait pas ce que c'était que ces cellules. Il a fait le tour des laboratoires autour de chez lui. Il était à San Diego, là où il y a énormément de laboratoires de neurosciences. Et il a montré ça aux neuroscientifiques. Ils lui ont dit, mon vieux, dans ta boîte de pétri, il y a des neurones partout. Il n'y avait plus que des neurones dans sa boîte de pétri. Et il a montré, c'est la flèche qui se trouve en haut, que l'inhibition de PTB dans une culture de cellules, quelles que soient ces cellules, j'insiste bien, quelles que soient ces cellules, transformées, et vous voyez ici NPTB en orange, c'est le marqueur des neurones. Et vous voyez que le PTB classique, c'est le marqueur de la cellule qu'on veut étudier. Quand vous mettez le bloqueur de PTB, vous allez bloquer le PTB classique en bleu et vous induisez le NPTB, qui est le PTB du neurone. C'est-à-dire que vous avez transformé la cellule en neurone. Et cette grande découverte, c'est que ce soit les fibroblastes, c'est-à-dire des cellules de la peau, que ce soit des astrocytes, des cellules neuronales, ou des cellules cancéreuses, si vous bloquez PTB dans ces cellules, vous les transformez en neurones. Alors donc, ils sont allés un petit peu plus loin, bien évidemment. Ils sont allés dans le cerveau des souris et ils sont allés bloquer PTB dans le cerveau des souris. Ils sont allés le bloquer dans un endroit du cerveau très particulier qui est la substance noire. La substance noire, c'est une toute petite structure de 50 000 neurones qui fabriquent de la dopamine. Et c'est cette structure qui dégénère la maladie de Parkinson. C'est très pratique à étudier parce qu'il fabrique de la dopamine et donc on peut suivre l'enzyme qui permet de fabriquer la dopamine, qui s'appelle la tyrosine hydroxylase, qui est marquée en bleu en bas à droite, TH pour tyrosine hydroxylase. Et donc, vous pouvez suivre le nombre de neurones en orange, NEUN, et vous pouvez suivre la tyrosine hydroxylase, et vous pouvez voir ce qui se passe quand vous bloquez PTB. Et dans cette zone-là, ils ont bloqué PTB, et vous voyez qu'ils ont fait apparaître des neurones à tyrosine hydroxylase. Vous voyez sur les photos en dessus la prolifération de neurones qui s'en est suivie. En 8 semaines, vous voyez que ça va très vite, dès 5 semaines, il y a déjà des choses. En 8 semaines, vous avez transformé les choses. Et qu'est-ce qui se passe donc maintenant si on se sert d'un modèle pathologique de maladie de Parkinson? Eh bien, dans ce modèle pathologique, vous avez la possibilité, l'intérêt de la substance noire, c'est que chaque individu, chaque animal, a une substance noire à gauche et une substance noire à droite. Donc, ce que font les chercheurs, c'est qu'ils vont détruire une des deux s'il leur permettra de suivre le caractère d'un côté normal et de l'autre le caractère pathologique. Et quand vous détruisez la substance noire, vous la détruisez assez aisément avec une toxine qui s'appelle la dihydroxydopamine, peu importe. Vous détruisez la quasi-totalité des neurones. Et vous voyez, ici, ce qu'ils ont fait, c'est la photo du haut, lésion plus empty. Vous voyez sur cette photo du haut, à gauche, vous avez une substance noire qui est un striatum qui est fonctionnel. Ce sont les projections de la substance noire. Ça, c'est les projections fonctionnelles que font les neurones de la substance noire sur une structure qui s'appelle le striatum. Et vous voyez à droite qu'il n'y a quasiment plus rien. Vous voyez 90%, 99% des neurones ont disparu. Vous avez provoqué ainsi, chez cette souris, une maladie de Parkinson expérimentale. La maladie de Parkinson empêche le mouvement. Elle ne paralyse pas, elle bloque le mouvement lui-même. Le muscle est intact. Mais comme la souris a un côté qui est bloqué, la souris, elle tourne sur elle-même. On va en reparler ensuite. Eh bien, vous voyez qu'ici, en quelques mois, après avoir bloqué PTB dans cette substance noire détruite, vous voyez réapparaître la fluorescence verte. C'est une fluorescence pour la tyrosine hydroxylase. Vous voyez réapparaître la tyrosine hydroxylase. Donc, vous voyez réapparaître les prolongements des neurones. Et on avait vu sur le diagramme d'avant, ici, qu'on vous faisait revenir les neurones et donc leur enzyme. Qu'est-ce qui se passe chez l'animal? Eh bien, vous l'avez ici de manière très claire. On a compté, les chercheurs simplement comptent le nombre de tours sur lui-même que fait l'animal. L'animal sain, il est en vert sur le graphe B. Vous le voyez tout en bas, il ne tourne pas sur lui-même, il est à 0 rotation. L'animal malade et pas traité, vous le voyez en haut, en bleu, il tourne sur lui-même 3 fois par minute. Et l'animal qui a été traité, il est en orange.
Et vous voyez que, et c'est en mois ici, vous voyez qu'au bout de 2 mois, il ne fait déjà plus qu'un tour sur lui-même. Au bout de 3 mois et au bout de 5 mois, l'animal est revenu à son état antérieur. La souris a totalement guéri parce que grâce à cette technique, on a remis des neurones fonctionnels dans le système nerveux. Donc, dans cette expérimentation, on a détruit 100% des neurones d'une structure bien précise. On a ensuite inhibé PTB et cette inhibition a reconstitué les neurones dans la structure détruite. Alors, à partir de quoi? À partir des autres cellules qui restaient, parce qu'on a détruit les neurones, on n'a pas détruit les astrocytes, qui sont les cellules de soutènement du système nerveux. Et donc, les astrocytes se sont tous transformés en neurones. Ces neurones, ils ne sont pas juste là, ils sont fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils ont repris les circuits antérieurs et l'animal a guéri. Tout ça sans aller agresser physiquement le cerveau. Il n'y a pas eu d'intrusion spécifique, puisque ce PTB, il peut être inhibé via un construit d'ADN qu'on met à l'intérieur d'un adénovirus. On injecte l'adénovirus à la souris et ainsi PTB va aller reconstituer dans cette zone-là le système nerveux. Ce sont des résultats qui sont, pour le neurologue que je suis, totalement époustouflants. On va peut-être pouvoir comme ça reconstituer le cerveau nécrosé d'un individu qui a fait un accident vasculaire cérébral. Et puis surtout, on va pouvoir aller reconstituer la corne antérieure de la moelle épinière d'un patient qui a une sclérose latérale amyotrophique. Donc les avancées de la recherche, on ne peut pas toutes les décrire, hein. Il y en a des quantités phénoménales. J'ai essayé de me focaliser surtout sur les avancées qui m'ont semblé les plus concrètes, les plus déterminantes. Il y en a vraiment beaucoup. On connaît le processus de la maladie maintenant. On a des traitements qui agissent sur les voies spécifiques. Bien évidemment, tout ça est long, le temps de la recherche est long. Il faut bien vous mettre en tête qu'en France, comme aux États-Unis ou ailleurs, pendant les 8 premiers mois de l'année dernière, les chercheurs n'ont pas eu le droit d'aller dans leur laboratoire. Ça n'a pas rendu les choses plus rapides. Que 90% de la recherche qui se fait dans le monde au niveau thérapeutique se fait aux États-Unis. Et quand vous avez la côte est des États-Unis, en particulier Boston, New York et Washington, qui sont complètement fermés à cause du coronavirus, eh bien la recherche, elle se bloque, elle s'arrête, elle perd du temps, elle perd 1 an, elle perd 2 ans quelquefois. C'est quelque chose qui, de toute façon, hélas, prend du temps. Au-delà de la SLA, vous voyez que tous les travaux sur la protection, sur la réparation des neurones ont des impacts sur les possibilités thérapeutiques dans toutes les maladies neurodégénératives. Et je pense qu'on peut être quand même assez confiant sur ces potentialités thérapeutiques qui nous arrivent, même si tout ça est un petit peu long. J'ai cité tout à l'heure le traitement qui existe et qui guérit les enfants dans les amyotrophies spinales infantiles. Ce traitement est commercialisé aux États-Unis depuis le mois de juin de l'année dernière. Il n'est pas encore commercialisé en France. Et s'il a été commercialisé aux États-Unis, c'est parce que les associations de malades, c'est-à-dire les parents des enfants malades, se sont mobilisés et ont obligé les pouvoirs publics à commercialiser le traitement. Donc, le rôle des associations dans tout ça est absolument fondamental. Voilà, je terminerai par cela pour répondre à vos questions si vous en avez. Le CIMOA, il est pratiqué à plusieurs endroits en France, mais tous les CHU ne sont pas équipés, mais c'est en train de venir. C'est une technique qui a une très grande potentialité. Il y a encore des labos qui ont l'habitude d'utiliser les techniques un petit peu anciennes qui sont moins sensibles, mais qui sont relativement performantes quand même. Mais je pense qu'il va falloir que tout le monde vienne au CIMOA parce que comme ça nous dose des taux infimes de protéines, l'application, elle ne va pas être que pour les neurofilaments, hein. Donc, petit à petit, c'est disponible à Paris, c'est disponible à Lyon, c'est disponible à Montpellier, c'est disponible dans 4 ou 5 CHU, donc c'est quelque chose qui va petit à petit se développer. L'autre intérêt, c'est que comme c'est dosé dans des micro-puits, et ces micro-puits peuvent permettre d'étudier 5 000 à 50 000 patients à la fois. Donc, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement rentable quand on a des grands nombres à tester. Donc, ça peut aussi permettre d'aller vite.
même si c'est aussi un appareil que, comme il est très sophistiqué, qui est relativement fragile. C'est difficile à dire. Vous voyez la découverte de Kian sur le développement des neurones et la transformation, c'est un truc qui s'est fait par hasard, finalement en moins de 15 jours. Il y a des avancées qui peuvent être phénoménales et rapides, donc c'est compliqué de répondre à votre question. Et puis ça dépendra aussi de la vitesse d'évolution de votre maladie, c'est ça aussi qui est un peu majeur. Oui, ça, je l'ai bien compris, vous l'avez très bien expliqué. Je vous remercie parce que vous avez pu expliquer plus de choses qu'en un an quand j'en parle à des médecins. Donc, merci beaucoup. Je vous en prie. Eh bien oui, mais non. Mais non. D'abord parce que les États-Unis ne manquent pas de malades. J'ai déjà contacté ma collègue de Boston qui pilote une grande partie des études aux États-Unis. J'ai un ou deux de mes patients, je dirais, qui ont pris contact avec eux, etc. Et puis, en fait, la plupart du temps, c'est une fin de non-recevoir. Donc, c'est plus décevant qu'autre chose. Mais il faut garder à l'esprit que chaque pays a ses législations. Par exemple, moi, je ne pourrais pas recruter dans une étude un patient américain ou un patient grec. Il faut maîtriser le français, il faut être au régime de sécurité sociale, etc. Donc, les lois sont aussi bloquantes vis-à-vis de ces possibilités-là. Donc, ce n'est pas simple. Alors, Vincent Méninger disait à juste titre que ce n'est pas parce que la SLA est une maladie grave qu'il faut qu'on fasse n'importe quoi. D'accord. Donc, le but du jeu, ce n'est pas d'abord de tuer les malades. Donc ça, il faut quand même faire très attention à ça. Et l'expérience de ces dernières années, entre autres ce qui s'est passé à Nantes ou ce qui s'est passé en Angleterre, montre que ça peut aller très vite de tuer un patient si on ne fait pas attention. Ça, c'est un premier point. À côté de ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je l'ai cité tout à l'heure, pour les amyotrophies spinales infantiles, les chercheurs ont commencé à inclure les malades en 2013. Et le ministère de la Santé américain ne leur a pas permis d'inclure plus d'un malade tous les 6 mois. D'accord. D'accord. Donc, en fait, pour avoir leur nombre de sujets nécessaires, il leur a fallu attendre 5 ans. Et ça, c'est en effet parfaitement scandaleux. Quand en plus, les pédiatres là-bas voyaient les enfants guérir sous leurs yeux. Oui. D'accord. Le problème, c'est que c'est de la thérapie génique par vecteur viral. Et ça fait énormément peur aux autorités sanitaires. Il y a eu en 2000 des chercheurs aux États-Unis qui ont fait n'importe quoi avec les virus, qui se sont mis à faire de la thérapie génique dans des maladies non mortelles en injectant des quantités de virus telles qu'ils ont tué les malades. Et c'était des maladies en plus non mortelles. Donc du coup, en 2000, ils ont posé un moratoire sur la thérapie génique. C'était vraiment un moratoire complet, interdiction totale. Donc après, ils n'ont donné les autorisations qu'au compte-gouttes. Après, on a aussi notre propre système de santé. Vous l'avez peut-être vu avec le Covid. On a un vaccin français qui n'a pas pu être développé en France parce que nos autorités ont été beaucoup trop lentes à donner des accords. Résultat, il est produit en Angleterre. Oui. Et nous avons un traitement avec des anticorps anti-Covid, là aussi qui se fait à Nantes. Et la boîte n'arrive pas à le commercialiser parce que notre agence du médicament ne donne pas les autorisations en temps voulu. Pour vous donner un exemple, l'étude que je vous ai montrée avec les oligonucléotides anti-sens, qui a été publiée en juillet, la phase 3 qui devrait terminer son recrutement l'année prochaine, a débuté dans le monde, y compris en France. Sauf que la France a mis 2 ans pour donner son accord au protocole. Et en demandant des modifications du protocole extrêmement profondes et qui n'avaient strictement plus aucun sens. Donc, on n'a pas des autorités sanitaires qui sont très adaptées, et en particulier, c'est un gros souci que nous avons depuis 2016. L'Agence du médicament pose problème, a posé tellement de problèmes en 2016 qu'il a fallu que les cancérologues et les cardiologues parisiens fassent des papiers dans Le Monde, dans Libération, dans tous les grands journaux, dans le Figaro, etc., pour protester parce que la recherche clinique avait été complètement bloquée par notre agence du médicament. Donc, on a un peu partout des blocages pour diverses raisons. Et c'est évident de toute façon qu'à partir du moment où l'administratif s'en mêle,
les temps deviennent atrocement longs. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le process administratif vis-à-vis de la SLA est totalement inadapté. Mais vous l'avez vu quand même pour le Covid, on a pu aller relativement vite, mais il a quand même fallu un certain temps pour développer les vaccins, même en essayant d'aller très très vite. Et paradoxalement, on voit maintenant des gens, heureusement, ce n'est pas la majorité, mais qui nous disent qu'ils ne veulent pas du vaccin parce que ça allait trop vite, on n'a pas assez de recul. Ouais, Ce qui est quand même assez paradoxal. Mais c'est vrai qu'au plus on va vite, au plus on peut passer à côté de complications dangereuses. D'accord ? Et je le redis, on a quand même dans le service un bon nombre de patients qu'on a diagnostiqués comme étant SLA et qui ont des maladies du motoneurone non évolutives ou très très peu évolutives. Donc il ne faut pas penser que d'emblée tous les individus ont des formes graves ou très graves. Donc il faut bien peser tous ces éléments-là. Et c'est là que, à mon avis, il devrait arriver les neurofilaments justement pour nous classifier les populations. Et maintenant, depuis 2 ans ou 3 ans, c'est un marqueur qui est utilisé quasiment dans tous les essais thérapeutiques et qui, j'espère, va aider à stratifier parce que là aussi, pour les médicaments, on pense que les patients qui ont des formes extrêmement rapidement évolutives n'auront pas forcément la même réponse à un médicament que quelqu'un qui a une forme très peu évolutive. Donc, ils sont en train également de stratifier les résultats pour regarder si les bons et mauvais répondeurs ne sont pas ceux qui ont tel ou tel taux de neurofilaments. Ça devrait nous aider à avoir une médecine un peu plus à la carte en fonction de l'agressivité de la maladie. Les tests à faire, on est nombreux en Europe, parce que c'est surtout des travaux européens de neurofilaments, mais les Américains sont en train de s'y mettre. On est nombreux en Europe depuis plusieurs années à dire qu'il faut faire ce dosage, mais on n'est pas forcément écouté par tout le monde. D'accord. D'accord. Vous savez, on a encore quand même des Français qui comptent en anciens francs. D'accord. Oui, non, mais je Donc, confirme. la résistance au changement, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Le tofersen, il ne peut pas être utilisé en France, il est utilisé nulle part. Le tofersen, c'est l'oligonucléotide qui est en cours de phase d'étude. Donc, il est utilisé en France dans l'étude qui a lieu là en ce moment. C'est Paris qui est centre recruteur. Je ne sais pas combien ils ont inclus de malades, mais ils en ont inclus plusieurs, puisqu'entre autres, il y a un malade de Montpellier qui a pu y aller, donc ils ont dû en inclure 5 ou 6, quelque chose comme ça. Mais il ne peut pas être utilisé, puisqu'on ne peut pas faire d'exercice illégal de la pharmacie. Le médicament n'est pas commercialisé, donc il ne peut pas être utilisé puisqu'il n'est pas disponible. Il faut vraiment qu'on démontre l'efficacité. Ce n'est pas parce qu'il y a une étude qui a montré des résultats très impressionnants sur 6 mois, qu'on va avoir exactement les mêmes sur 1 an, sur 2 ans. Il faut avoir un petit peu de recul quand même. Mais c'est vrai qu'on était quand même nombreux quand le laboratoire nous a montré les résultats fin 2018 à ne pas trop comprendre pourquoi le laboratoire, avec ses premiers résultats préliminaires, n'avait pas demandé une mise sur le marché. On a vu des molécules comme par exemple aux États-Unis, l'Edaravone a été accepté pendant un temps, mais ça c'était dû à Donald Trump qui voulait booster artificiellement Wall Street. Mais l'Edaravone a été autorisée aux États-Unis alors qu'elle n'a à aucun moment démontré son efficacité. Et on avait une modification sur l'échelle de handicap de 2,7%. D'accord ? Ralentissement. Alors qu'avec le tofersen, on a des améliorations de malades. Donc, c'est quelque chose qui est totalement sans commune mesure. On a été un peu surpris et même assez déçus. D'ailleurs, on était nombreux ce jour-là à ne pas trop comprendre pourquoi ils ne demandaient pas une commercialisation du produit. Donc, j'espère que derrière tout ça, ça va aller très, très vite une fois qu'ils auront les résultats vers la fin 2021. Les essais thérapeutiques, il y en a un peu partout dans le pays. Quasiment tous les centres SLA participent à des essais thérapeutiques. Pas tous, mais les plus grands centres participent. Et puis, il y a des centres qui ont l'habitude de ça et donc qui en font beaucoup. Il y a des centres qui ont un petit peu moins l'habitude. Par exemple, la cohorte Pulse, tous les centres y participent. L'étude lilloise sur la ferroptose, fer-ALS, normalement, tous les centres participent, même s'il est bloqué pour la disponibilité du produit pour l'instant.
Donc, il faut contacter un centre SLA et puis le centre voit les patients. Donc, moi, ça m'arrive assez souvent d'être contacté et puis de voir un patient à condition qu'il n'habite pas trop loin de Montpellier, hein. J'ai des fois des gens de Nancy ou des Côtes d'Armor qui me contactent. Je leur dis, c'est pas possible, vous habitez loin. Quand vous avez des essais thérapeutiques avec une visite toutes les semaines ou une visite tous les mois, quelqu'un ne peut pas se permettre de faire 800 ou 1000 km pour avoir un essai thérapeutique. Donc, il faut contacter un centre proche ou pas trop loin du domicile. Et je pense qu'il faut être raisonnable. Il ne faut pas faire plus de 300 km pour avoir des essais thérapeutiques. Donc, nous, à Montpellier, des fois, on a des patients de Lyon ou de Grenoble, par exemple. Mais les gens de Pau ou de Bordeaux, je leur dis de s'adresser à Bordeaux. Il ne faut pas faire un trajet pareil. C'est vraiment très épuisant, hein. On insiste beaucoup sur la fatigue dans cette maladie. Il faut avoir le moins d'activité possible. Il faut ne pas se fatiguer. Et il ne faut pas que nos essais thérapeutiques aggravent le malade juste du fait qu'il vienne. Mon malade qui est allé à Paris pour l'étude du Tofersen, il est quasiment mort à cause de l'étude. Il voulait absolument aller à Paris, mais il n'a absolument pas supporté un trajet à Paris tous les mois. C'est totalement épuisant. Et donc, au bout d'un moment, la mort dans l'âme, au mois d'octobre, il a dit j'arrête parce que il revenait. On a dû le ventiler pour qu'il puisse se déplacer avec son ambulance pour aller à Paris. C'était vraiment des conditions qui étaient dangereuses. Donc, il ne faut pas se mettre en danger pour un essai thérapeutique, d'autant que là, en ce moment, on n'est pas en train d'essayer des molécules aussi merveilleuses que ce que je vous ai montré. Je vous ai montré ce qui était le plus intéressant potentiellement. Là, en ce moment, ce que l'on teste, ce sont des molécules dont on espère qu'elles vont ralentir la maladie, un peu plus que le faisait le riluzole. Donc, on attend là bientôt les résultats de l'arimoclomol. Et si l'arimoclomol marche, il va peut-être encore ralentir de 20 ou 30%. Et petit à petit, on va se rapprocher du 100% de ralentissement avec des molécules comme ça. Mais on n'a pas vraiment d'argument pour penser que les molécules qu'on teste en ce moment soient des molécules qui soient capables de guérir la maladie. Donc, les essais, c'est des espoirs, mais l'espoir, si... Très souvent, on est dans une situation ambiguë avec les gens. Ils veulent guérir et on n'a pas le moyen de les guérir. Les essais, pour le moment, nous donnent le moyen clairement d'espérer de ralentir plus la maladie. Ça, c'est très clair. Mais on n'a pas les moyens de guérir. Donc, il faut bien se mettre ça en tête. L'essai, ce n'est pas vraiment la chose qui règle le problème. Alors, dans les centres qui font beaucoup d'essais cliniques, hein, il y a Lille, il y a Paris, il y a Tours, il y a Limoges, il y a Montpellier, il y a Marseille, il y a Nice, il y a Lyon. Tout ça, j'espère que j'en oublie pas. Tout ça, ça couvre quand même pas mal le territoire français. Ça fait qu'il y a quand même une grande partie des gens qui ne sont pas très très loin de tous ces centres-là. Même Bordeaux, hein, les patients peuvent aller à Bordeaux où il y a quelques essais, mais ils peuvent aller à Limoges, c'est pas trop loin. Peut-être Strasbourg, c'est un peu limite, mais Strasbourg, maintenant, ils ont le TGV, donc c'est quand même quelque chose d'envisageable. Voilà, il faut voir un petit peu auprès de ces différents centres. Nous, ce que l'on fait, c'est que d'abord, je vérifie avec le médecin du centre qui les suit quels sont les critères pour ne pas faire venir les gens pour rien, parce que s'ils sont déjà en dehors des clous pour les critères des essais, ce n'est pas la peine de faire déplacer les gens. Ils reviennent chez eux déçus, ils sont déplacés pour rien. Dernièrement, il y a un patient qui voulait venir, mais il avait déjà tous les critères d'exclusion des essais thérapeutiques, hein. Un patient qui est ventilé 24 heures sur 24, qui est gastrostomisé, on ne pourra lui proposer, par exemple, aucun essai thérapeutique. Donc, voilà, on essaye déjà de trier comme ça. Et puis, s'il a déjà a priori les critères, on le fait venir dans le centre, on le voit en première consultation, on voit s'il a les critères d'études, on lui présente les études qu'il y a, et puis à partir de là, il décide. Mais toujours très important qu'on ait le temps de lire les documents des études, parce que avec des études européennes, par exemple, on a des protocoles qui sont assez faciles pour les gens parce qu'ils calquent le suivi normal de la maladie, comme le protocole TUDCA, c'est une visite tous les 3 mois, c'est quelque chose de très standard. Mais quand on a des protocoles avec des laboratoires pharmaceutiques, hélas, les laboratoires pharmaceutiques ne se soucient pas beaucoup du suivi normal de la SLA et ils ont des visites, par exemple, qui sont tous les mois.
Donc, une visite tous les mois, si vous habitez Nice et que vous voulez venir à Montpellier, c'est déjà quand même quelque chose de très compliqué. On a des protocoles où ils sont même en train d'essayer de nous demander de voir les malades toutes les semaines. Donc, heureusement, entre guillemets, il y a eu le Covid, donc on leur explique que toutes les semaines, c'est vraiment impossible. Donc, au moins, ils obtempèrent. Mais des fois, c'est certaines visites toutes les semaines. Voilà, donc ce n'est pas si simple que ça. Mais normalement, il y a beaucoup d'essais partout. Il y a plusieurs très gros centres qui font des études. Comme je vous l'ai dit, ils sont globalement pas mal répartis sur le territoire. Donc, c'est quelque chose qui me semble faisable. Alors, il faut savoir qu'il y a un projet qui a été lancé par la filière SLA, donc, qui concerne tous les centres SLA. C'est un projet qui est coordonné par Gaël Brunto de Paris, qui a pour but de créer une plateforme d'essais thérapeutiques de manière que les laboratoires pharmaceutiques aient un guichet unique à qui s'adresser, de façon que le plus grand nombre d'essais thérapeutiques puissent être faisables dans les différents centres SLA. Il ne faut pas se leurrer quand même, ce sont des activités qui prennent énormément de temps. Et quand nous avions fait le comptage des centres qui sont à même de faire des essais thérapeutiques en France, dans des très bonnes conditions, dans de bonnes conditions, il y en a 10 sur les 19 qui existent. D'accord ? Donc, tous n'ont pas du tout envie et tous n'ont pas le personnel ou le matériel de faire des essais thérapeutiques. Hein. Ça ne s'improvise pas, c'est pas simple. Il faut savoir aussi, et ça c'est l'autre versant qui des fois nous chagrine un petit peu, vous voyez, le Tofersen s'est fait à Paris, il ne s'est pas fait ailleurs. Quand j'ai demandé aux Américains pourquoi, alors que par exemple à Montpellier, on avait énormément de patients qu'on aurait pu inclure, les gens de Boston m'ont répondu, vous savez, vu de Boston, en France, il n'y a que Paris. Donc c'est eux qui choisissent les villes. Et des fois, c'est compliqué. Par exemple, pour l'arimoclomol, il n'y a que Paris et Montpellier. Donc, il y a des études forcément qui ne seront pas accessibles à tout le monde parce que les labos ont décidé telle ou telle chose et ce ne sera pas largement distribué. Le masitinib, ce sera heureusement un petit peu différent. Je pense qu'il y aura plus de 10 ou 15 centres en France qui vont être ouverts. Donc, pour le masitinib, ça va pouvoir être beaucoup plus élargi. Mais à l'inverse, le masitinib a des critères d'inclusion qui sont tellement drastiques que ça va être très, très difficile de proposer ce protocole à nos patients. L'arimoclomol est en cours d'analyse. On devrait avoir les résultats au courant du mois de mars. J'espère en avril, ce sera fait. Comme c'est une molécule qui agit sur le même principe que le riluzole, on a de bons espoirs que ça contribue aussi à ralentir la maladie, peut-être encore de 10, 20 ou 30%, on va voir. À mon avis, c'est celui-là. Et puis l'autre, ça devrait être le TUDCA, je pense, hein, l'acide taurourso-désoxycholique, qui a déjà montré son effet en phase 2 aux États-Unis et qui est en phase 3 en Europe. Ou alors le Tofersen, mais avec l'incertitude qui est importante là pour le Tofersen, je pense que le Tofersen va démontrer son efficacité. Mais attention, des fois on se trompe. Maintenant, est-ce qu'il va être réservé aux formes familiales avec mutation SOD1 ou est-ce qu'il va concerner tous les patients? Ça, je n'en sais rien. Donc, si ça ne concerne que les mutations SOD1, ça ne va vraiment pas concerner grand monde. Ça va concerner qu'un total d'à peu près 3% des patients. Ce n'est pas beaucoup. Mais c'est aussi pour ça qu'avec la filière, on a décidé l'année dernière de rechercher de manière systématique des mutations SOD1 chez tous nos patients, chose que nous ne faisions pas avant parce qu'on ne le faisait que chez les gens qui avaient des formes familiales de la maladie avérées, c'est-à-dire pour lesquelles on nous disait, bah oui, j'ai une ou deux personnes dans ma famille qui ont été malades, etc. Donc là, on recherchait la mutation. Et depuis qu'on recherche ça de manière systématique à Montpellier, c'est-à-dire depuis le mois de juillet de l'année dernière, on a découvert quand même un bon nombre de mutations SOD1 chez des gens qui n'avaient pas des formes familiales. Donc manifestement, c'était sous-estimé. On est en train d'essayer de calculer un petit peu ce que ça donne, mais on en a découvert. Avant, on découvrait à peu près une mutation SOD1 à Montpellier tous les 6 mois ou une ou deux par an, pas plus. Et là, en moins d'1 an, on en a découvert une dizaine. Donc, c'est important d'aller aussi chercher la petite bête et d'être peut-être un peu plus systématique qu'on ne l'était avant. Voilà, donc je dirais l'arimoclomol et puis le TUDCA et le Tofersen, je pense. Alors, la tribune, elle a déjà été écrite.
par les cardiologues, par les oncologues, etc. Il y a déjà eu quelques changements qui ont été faits, mais ces changements ne sont pas encore suffisamment opérationnels. Donc, c'est un vrai souci. Voilà. Donc, moi, je suis prêt à plein de choses. De toute façon, nos autorités de santé sont trop lentes, mais attention, on ne va pas vous écouter parce que de toute façon, c'est la même situation avec le Covid. Et il y a un papier qui est sorti, là, il y a eu une alerte qui a été lancée par les Nantais qui ont fabriqué l'anticorps. Et pour le moment, je ne sais pas, mais on n'a pas l'impression qu'ils soient entendus par le ministère. En ce moment, hélas, avec le Covid, ils s'occupent surtout du Covid et pas énormément du reste, quoi. C'est un petit souci aussi. Mais c'est vrai que ça nous plombe tellement nos hôpitaux que à tous les malades, là, hein, tous les patients SLA sont prioritaires pour la vaccination, hein, donc faites-vous vacciner le plus vite possible et nous remettons à tous nos patients des certificats pour qu'ils puissent se vacciner et signaler qu'ils sont prioritaires, quel que soit leur âge. Hein. Ça, c'est fondamental. Prioritaire est pour le vaccin Pfizer ou Moderna, c'est-à-dire les vaccins ARN messagers. D'abord, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Les médecins n'ont jamais demandé aux gens de faire du sport. On dit aux gens qu'il ne faut pas être sédentaire et qu'il faut avoir une activité physique régulière. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire du marathon, qu'il faut faire 1 heure de footing tous les jours, etc. Ça, ce sont des activités intenses. La définition de sport, c'est une activité intense pratiquée dans un but de compétition. D'accord ? Quelqu'un qui fait un petit footing d'une demi-heure tous les week-ends, ça va, c'est pas bien méchant. Après, je le disais, hein, la plupart de nos patients sont des absolument furieux d'activité physique. Il n'y a pas que le sport. Hein, ça peut être en activité tout le temps, aller marcher, toujours être en train de faire quelque chose, etc. Ça peut être aussi simplement une profession très lourde à exercer, maçon, terrassier, etc. On a beaucoup de mal d'ailleurs à les arrêter. Et ce qui a été montré, par contre, on ne voit pas plus de sportifs chez les formes familiales, bien évidemment. Mais ce qu'ont montré nos collègues anglais, c'est que les patients qui avaient une activité physique intense dans les formes familiales commençaient la maladie 10 à 20 ans plus tôt que les autres. Parce que à fabriquer trop la protéine en cause, vous allez surmultiplier la vitesse évolutive de la maladie. Donc, quand il y a une forme familiale, moi, je leur dis vraiment aucune activité sportive, c'est fondamental. Ça n'empêche pas de sortir, de marcher, d'être un peu tranquillement actif. Mais ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup de nos patients sont des gens qui sont quasiment incapables de s'arrêter, de se poser dans un fauteuil et de lire un livre. C'est vraiment, je le dis souvent, c'est des addicts à l'activité physique. Et le problème de l'activité physique, c'est qu'elle est addictive justement à cause des endorphines. Hein. Et ça, c'est un vrai souci. Et ce qui était également l'activité physique doit être limitée aussi, ça c'est très important. D'accord, merci beaucoup. Et j'ai remarqué, enfin vous disiez également que c'était le sport qu'on avait fait, du moins 20 ans auparavant. Par exemple, si on a 20 ans, ça va se déclencher à 40 ans, ce genre de choses. Voilà, c'est pour ça que ça a mis du temps à être identifié. Mais si on continue à en faire, de toute façon, on fabrique plus les SOD1, donc de toute façon, on continue de se mettre encore plus à risque. Mais c'est clairement une activité ou quelque chose qui s'est passé 20 ou 30 ans avant qu'il faut chercher au niveau épidémiologique, ce qui fait la difficulté des choses. Alors, les rééducateurs en tant que tels, donc les médecins de médecine physique et réadaptation, savent parfaitement qu'on ne doit pas faire de rééducation dans la SLA. Rééducation, ça veut dire donner de l'exercice pour renforcer les muscles. D'accord ? Donc, le renforcement musculaire est interdit. Le travail des rééducateurs, des MPR et surtout des kinésithérapeutes, c'est de faire de la mobilisation et des étirements. Mobilisation des articulations parce qu'elles se bloquent dans la maladie à cause de l'atrophie et de la perte de mouvement, et des étirements pour limiter la spasticité et assouplir les muscles. À côté de cela, ce qui a été montré, c'est qu'une certaine activité sans effort, ce qu'on appelle les activités aérobies, de la marche tranquille, du vélo sans frein, pas longtemps, pas plus de 10-15 minutes par jour, etc.,
c'était quelque chose qui, chez certains patients, pouvait être bénéfique, mais à condition que cette activité ne génère aucune fatigue. Alors ça, c'est le piège, parce que un individu, quand il fait un exercice quel qu'il soit, il peut être fatigué par l'exercice, et auquel cas c'est facile, il s'arrête. Sauf que c'est les réserves de neurotransmetteurs que n'ont plus nos malades. Et donc, bien souvent, la fatigue, ils ne vont la ressentir que quelques heures après. Et ils ne font pas souvent le lien avec l'exercice qui a eu lieu plusieurs heures avant. Ils font quelque chose le matin et puis le soir, ils se trouvent complètement vannés. Et ils ne font pas toujours ce rapport avec l'exercice antérieur. Donc, il faut savoir aussi les alerter vis-à-vis de ça. D'accord? Nos neurones refont leur stock de neurotransmetteurs pendant la nuit. Et puis, dans la journée, ce stock de neurotransmetteurs va petit à petit s'épuiser. C'est pour ça qu'on est tous naturellement un peu plus fatigués le soir que le matin. Mais donc, il ne faut pas compromettre ce stock-là. Et donc, absolument toujours préserver et avoir une absence de fatigue. Ça, c'est absolument fondamental. Et le problème, c'est qu'un addict à l'activité physique, il vous dira toujours qu'il n'est jamais fatigué. Hein. Donc, ça, c'est très compliqué. Tous les essais et tous les traitements sont internationaux. Donc, il n'existe pas un médicament efficace pour la maladie, je veux dire prouvé efficace, qui soit utilisé dans un pays et qui ne soit pas dans un autre. C'est un des rares effets positifs de la mondialisation. En disant rare, je donne mon opinion, parce qu'il y a quand même pas mal d'effets négatifs. Mais le côté positif, c'est que de toute façon, à partir du moment où un médicament a démontré son efficacité dans un pays, d'abord, il a été en général testé dans plusieurs pays, et en général, au moins un pays d'un côté de l'Atlantique et au moins un pays de l'autre. Eh bien, ces molécules sont commercialisées très rapidement derrière. Ou alors, il y a, même s'il n'y a pas eu d'études spécifiquement, il y a des processus comme chez nous qu'on appelle ATU, autorisation temporaire d'utilisation, qui peuvent permettre d'avoir accès plus vite à ces médicaments, le temps que les laboratoires éventuellement déposent des dossiers de demande d'acceptation, de commercialisation, etc. Donc, il n'y a pas de molécule efficace ailleurs qui ne soit pas disponible dans notre pays. Ça n'est pas envisageable. D'accord ? Et on a été très perturbés, nous. Je le dis, la filière a publié là-dessus. On a été très perturbés par la commercialisation de l'édaravone aux États-Unis, qui a donné l'impression aux patients en France que l'édaravone était efficace, ce qui est totalement faux. L'étude sur l'édaravone n'est pas loin de l'escroquerie, mais en fait, l'escroc là-dedans, c'était Donald Trump, parce que c'était Mitsubishi qui faisait ce produit. Mitsubishi est coté à la bourse de New York, c'est une grosse boîte. Et Trump a autorisé des tonnes de molécules comme ça pour soutenir Wall Street, parce que dès que vous avez une molécule autorisée, ça fait monter les actions en flèche. Et donc, il y a eu énormément, dans différentes spécialités, hein, de molécules qui ont été autorisées comme ça. Et il a fait de multiples pressions sur l'agence du médicament, sur la FDA aux États-Unis, pour que ces molécules soient autorisées. Et puis, d'ailleurs, la FDA a autorisé la Daravone dans un premier temps, et puis au bout d'un an, ils sont revenus en arrière et ils l'ont interdite. Et l'édaravone n'a pas été utilisé à grande envergure en double aveugle en Europe pour le moment. Ça va enfin arriver. Et quand on a demandé à Mitsubishi pourquoi, ils nous ont expliqué qu'ils gagnaient suffisamment d'argent avec ce qui était commercialisé aux États-Unis, puisque ça leur rapporte 250 000 $ par an par patient, et qu'ils n'avaient aucune raison de dépenser de l'argent pour démontrer le reste en Europe. Donc, n'oublions pas que les entreprises cotées en bourse sont assez régulièrement cyniques, mais ça, je ne vous apprends rien, vous le voyez tous les jours dans les informations. Rien de plus sur le ravulizumab, ça fait partie des médicaments qui sont en cours de test et pour lesquels on espère un ralentissement de la maladie en agissant sur l'immunité des patients, puisque comme je le disais tout à l'heure, on pense que les patients qui ont le plus d'altération de leur immunité sont ceux qui vont aller le plus vite. Donc, en bloquant l'immunité, on espère bloquer ou ralentir l'évolution. C'est un peu le même principe que ce que l'on fait avec l'interleukine. On aura les résultats de l'interleukine courant de cette année, normalement, l'interleukine 2. Le ravulizumab, c'est un traitement relativement court. Donc là, on devrait avoir des résultats relativement rapidement. Je pense que ce sera vers la fin de l'année, puisqu'ils ont pu faire leurs inclusions très, très vite. Voilà, c'est un anticorps monoclonal qui est apparemment bien toléré. On devrait savoir rapidement. L'étude est bien faite, elle était bien conçue, on aura la réponse.
on saura si cette molécule est efficace. Je pense normalement d'ici la fin d'année, oui. Neurones, c'est les cellules souches transformées qui sont en cours de test aux États-Unis. Donc, on attend les résultats de neurones. Mais attention, je parlais des entreprises qui sont cotées en bourse. Neurones essaye de faire énormément de publicité et de pression chez les gens pour que les gens réclament Neurones dans leur pays, histoire d'essayer de squeezer les autorités de santé. Pour le moment, Neurones n'a pas donné ses résultats de son étude puisqu'elle est encore en cours. Donc, tant qu'on n'a pas les résultats de Neurones, on ne sait pas quoi en faire. Le problème de Neurones, c'est que c'est dommage parce que c'est une étude avec les cellules souches, c'est la première étude avec une autre étude espagnole, c'est la première étude correctement faite avec les cellules souches. Il y a eu énormément de bêtises qui ont été dites sur les cellules souches. J'ai déjà fait un papier sur ça dans l'accolade de l'ARSLA il y a 1 an ou 2. Il y a énormément de bêtises qui ont été faites avec les cellules souches. Et j'ai même, lors d'une intervention, souligné que les rats ont été mieux traités que les humains avec les cellules souches. Les études faites sur les souris et les rats ont été méthodologiquement bien plus sérieuses que celles qui ont été faites chez les humains. La première, la seule vraiment bien faite, c'est Neurones. Mais leur première étude, c'était sur 3 mois. Qu'est-ce que vous voulez faire avec une étude sur 3 mois dans la SLA? Ça n'a aucun sens. La deuxième étude, et celle dont on attend les résultats, c'est sur 6 mois. C'est dommage de gaspiller de l'argent pour faire une étude sur 6 mois. Mais s'ils font ça, pourquoi? C'est parce que c'est une start-up, parce qu'ils veulent économiser le plus possible d'argent en dépensant le moins possible. Donc, ils font une étude très courte. Donc, même si elle est positive, on ne saura pas ce que ça donne à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. Et on ne peut pas extrapoler un effet de 6 mois en se disant pendant 1 an, ça va marcher. Ça n'a pas beaucoup de sens. Sauf si, mais ça c'est toujours la question, mais ce n'est pas le cas manifestement, sauf si on tombait sur un médicament qui guérisse les gens. Là, ce serait bien évidemment tout à fait différent. La question ne se poserait plus. Mais ce qui a été vu avec le début de Neurones, la première partie, c'est un ralentissement de la maladie. Donc, tant que ça n'est qu'un ralentissement, une étude sur 6 mois ne fait pas partie des durées recommandées au niveau européen et même au niveau américain. Comme durée d'étude, ça ne suffit pas à démontrer une efficacité. Le problème, c'est que ces entreprises surfent sur la mode cellules souches, et c'est vraiment la mode cellules souches parce que vraiment, les cellules souches, ça n'a pour le moment quasiment aucun intérêt. L'idée de Neurones est intéressante, c'est-à-dire de transformer ces cellules souches pour leur donner une compétence spéciale. Là, ça change un petit peu les choses. Mais vous voyez qu'avec la thérapie génique qui est en train d'arriver, on fait de toute façon bien mieux, puisque ce sont les premiers médicaments qui nous permettent de guérir les souris. Donc là, on n'est plus du tout dans le même jeu, quoi. On ne ralentit pas, on guérit les animaux. Donc, il faut qu'on aille vers cette exigence d'avoir ces thérapies géniques. Il y en a plusieurs qui sont en cours, hein. On va voir ce que ça donne et ce que ça fait exactement. Mais non, je n'ai pas d'astuce. Il faut tous les jours ou plusieurs fois par semaine appeler ou regarder les créneaux sur Internet. Ouais, c'est en train de venir. C'est en train de venir. Ça se développe. Mais vous avez vu déjà qu'on recommence à avoir des doutes sur la quantité de livraison d'AstraZeneca, etc. etc. Ouais. Pfizer a revu ses modalités de production. Donc, il y a des choses qui vont certainement se débloquer aussi du côté de Pfizer parce qu'ils viennent de découvrir, et il était temps de le faire, qu'il n'y avait pas besoin de le conserver à moins 80, qu'il était stable pendant 1 mois dans un congélateur et qu'il était stable pendant 1 semaine dans un frigo. Donc, ça devrait faire la vie de tout le monde. Donc, ce sera probablement la même chose avec le Moderna, mais ça prend un certain temps de production, quoi. Ils sont déjà allés extrêmement vite pour faire un vaccin. Quand même moins de temps pour avoir un vaccin, c'est quand même gigantesque, hein. Il faut vraiment se mettre ça en tête. On a des vaccins avec un ARN messager, donc ça aussi, c'est super important parce que ce sont des vaccins qui peuvent se modifier très vite. En 1 semaine, on peut faire un vaccin modifié. Le problème, c'est qu'il faut bien sûr les tester derrière. Ça prend toujours un petit peu de temps. Et puis surtout, l'autre avantage, on est en train de le voir avec l'AstraZeneca, c'est que les vaccins ARN messagers ont beaucoup moins d'effets secondaires que les vaccins classiques. Mais c'est en train de venir, voilà, les unités de production se font, mais il y a énormément de gens à vacciner. Et peut-être aussi, je ne sais pas, hein, mais vous savez que les médias nous rebattent les oreilles en nous disant que une grande partie des Français ne veulent pas se vacciner.
ce qui n'est pas totalement vrai, mais ce qui n'est pas totalement faux non plus. Il y a des pays où 90% des gens veulent se vacciner, ben peut-être que les labos livrent plus facilement dans les pays où ils savent que ça va être utilisé que dans d'autres pays où ça va douter. Et Ouais. c'est ça qui est la cause de notre retard français. Hein. C'est qu'à cause de ces informations médiatiques disant que les gens ne voulaient pas se vacciner, ils ne se sont Les gens ne veulent pas se vacciner. ils se sont pas pressés. Ouais. Quoi. C'est ça Ouais. le problème. Je discutais avec une infirmière de l'hôpital en pédiatrie tout à l'heure, et elle me disait que dans son service de pédiatrie, il y avait beaucoup de ses collègues infirmières qui ne voulaient pas se vacciner. Mhm. C'est complètement hallucinant. Et Ouais. on est très nombreux à regretter que le vaccin n'ait pas été obligatoire. De toute façon, il va le devenir de manière hypocrite et perverse, puisqu'il y a certaines activités qui ne seront plus permises si on n'est pas vacciné. Depuis cette semaine en Espagne, il y a des villes qui verbalisent les gens qui ne peuvent pas fournir un certificat de vaccination. Donc, on ne vous dit pas que c'est obligatoire, mais l'amende est entre 1 000 et 60 000 euros. Vous imaginez Non, il faudrait C'est clairement. dommage, obligatoire mais bon, ça fonctionne comme ça. Mais oui, c'est Au moins, les gens le font. C'est le côté positif. C'est 50%. Il y en a, statistiquement, il y en a 1 sur 2 qui sera porteur. Mais c'est de la statistique. Les deux peuvent être indemnes, les deux peuvent être porteurs. Ce que l'on peut dire simplement, c'est que même si tout ça c'est long, dans les 5 à 10 ans qui viennent, ça aura évolué. Les thérapies géniques seront là. Comme elles guérissent les animaux, je pense vraiment qu'on guérira les humains. Donc, ce sera quand vos petits-enfants seront adultes ou quand ils auront 40 ans, ce sera une autre époque. Et c'est une époque à laquelle on traitera les gens. Si on n'est pas tous morts du Covid avant, ça, c'est un autre problème. Mais voilà, pour les petits-enfants, je pense que sur les formes familiales, il ne faut pas se soucier parce que les traitements sont en train d'arriver. Donc, il me semble assez clair qu'on pourra, dès l'âge de 20 ou 30 ans, faire des injections aux personnes de manière à bloquer les processus et que ces maladies génétiques seront largement combattues d'ici 5, 10 ans, à mon avis 15 ans même maximum. Nous allons conclure et surtout redire un grand merci collectif à William pour sa clarté et ses explications à ces nombreuses questions. Il y en aura encore beaucoup d'autres. On vous remercie. On vous donne rendez-vous probablement à l'AG au mois de juin pour un nouveau rendez-vous d'actualité.